Well, Comment vous allez bien? je vais bien. Je vois que c'est la gaieté dans le lac, donc on va bien causer. Merci, merci beaucoup à vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas ici sur le live, sur le panel? Présentez-vous. Écoutez, simplement que j'étais un chef d'entreprise en activité et aujourd'hui, je mets mon énergie dans euh, l'amélioration du sort des Togolais et je donne la priorité à cela et en travaillant en parallèle sur mes activités professionnelles. Ok. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Et combien d'épouses? Combien d'enfants, s'il vous plaît? Est-ce que vos enfants vivent sur le territoire togolais? Et j'ai quatre enfants et je suis marié. Mes enfants sont à l'extérieur pour l'essentiel et ils viennent ici régulièrement. Il y en a un qui est de passage ici en ce moment. D'accord, d'accord. Vous savez, lorsque moi je vois votre nom de famille et Olympio, cela me fait penser à Monsieur Son Excellence Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise. Est-ce que vous êtes liés? Est-ce que vous avez des liens de famille? Oui, c'est mon grand-père, mais bon, je fais mon engagement politique pas en tant qu'héritier politique, mais en tant que citoyen qui croit en quelque chose et je ne viens pas avec le nom d'autrui, je viens avec mon engagement, ma conviction et les ambitions que j'ai pour le Togo. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous, merci de dire ça. Maintenant, c'est ce que je voudrais savoir. Vous savez, le Togo a eu son indépendance le 27 avril 1960. L'indépendance a été proclamée par le président Sylvanus Olympio. Malheureusement, moins de 3 ans après, il a été assassiné. Et ce pays-là est retombé sous la dictature, sous l'oppression. Je sais que le peuple togolais est en train de se battre contre cette dictature depuis plus de 60 ans. Et selon vous, pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça tarde, la démocratisation du Togo? Je pense que chaque peuple a son parcours et chaque peuple a sa lutte de libération et chaque peuple va à son rythme avec ses réalités. Au Togo, il y a, je dirais, une situation très complexe et beaucoup de facteurs sont à prendre en considération sur la situation que nous vivons depuis 6 décennies. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de s'être battu, mais on est en face d'un système qui est extrêmement solide et qui a beaucoup de ramifications à l'extérieur et qui a profité d'un environnement particulier. Mais aujourd'hui, je pense que les choses sont en train de changer parce que justement les jeunes sont entrés dans la danse et l'environnement mondial aussi pousse cette jeunesse qui voit ce qui se passe ailleurs et qui veut la même chose, cette fameuse Gen Z qui se bat. C'est ce qu'on voit au Togo depuis une année. Ce sont les jeunes de la diaspora, des blogueurs, des artistes et des journalistes en exil qui ont redonné un coup de fouet à cette lutte. Donc, toutes les espérances reviennent sur le tapis. Et aussi à l'intérieur du pays, le choc que nous avons tous reçu avec le changement de la Constitution, eh bien, toutes les cartes sont rebattues. Parce que c'est justement dans le feu de ce changement de Constitution que les Togolais eux-mêmes ont décidé de ne plus aller aux élections. C'est pourquoi les 2 dernières élections qui ont été faites, l'élection du 29 février, du 29 avril 2024, les législatives et les régionales, ont été très boudées par les Togolais et ça s'est empiré pour les élections locales, l'élection des maires, où on a noté pratiquement moins de 20% des électeurs qui se sont déplacés. Donc, les Togolais ont compris que ce n'est pas
dans le choix électoral que le changement va arriver. Et donc, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste ce que la Constitution nous laisse comme instrument, c'est-à-dire la pression publique, la pression populaire, pour que les Togolais puissent obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec cette vision que nous avons rendue publique ces derniers jours, pour que les Togolais sachent pourquoi on se bat, où est-ce que nous voulons aller et quel Togo voulons-nous laisser aux générations futures. Et donc, ça va permettre que chaque Togolais s'approprie de ça et surtout, ça va apporter un changement important, c'est que on ne suit plus un leader historique qui incarne lui seul la lutte. Pas du tout. On n'est plus dans ce schéma. C'est terminé. Aujourd'hui, ce que nous poursuivons, ce que nous recherchons, c'est la vision et c'est la vision qui va fédérer toutes les énergies. C'est dans cette dynamique-là que nous sommes et je pense que en prenant en considération cela, en prenant en considération l'engagement des jeunes aujourd'hui et en prenant en considération l'évolution du monde, eh bien, nous sommes dans une bonne fenêtre de tir pour obtenir le changement que les Togolais cherchent depuis longtemps. Oui, vous savez, monsieur le président, vous savez, lorsqu'on vous entend, c'est comme si ce sursaut patriotique et cette révolution populaire dont vous parlez, c'est comme si c'est la première. Alors qu'on sait que dans l'histoire du Togo, le peuple togolais s'est levé plusieurs fois. Il y a eu des manifestations plusieurs fois. Et pratiquement, il y a d'autres qui croient aujourd'hui que ces manifestations n'ont jamais rien donné. Donc, ce qui se passe aujourd'hui aussi n'est pas différent de ce qui se passait. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui pensent ça? Eh bien, dans toute lutte de libération, il y a toujours de la lassitude. C'est-à-dire que les gens sont parfois fatigués de se battre, fatigués d'être réprimés, de subir la torture, fatigués des répressions. Tout cela, c'est tout à fait normal. Même les pays en guerre ne se battent pas tous les jours dans un combat de haute intensité. Il y a des périodes d'accalmie. Quand une guerre dure plusieurs années, eh bien, il y a des périodes d'accalmie, il y a des périodes où on se réarme, où on se redonne des forces. Donc, tout cela rend la lutte longue et difficile. Mais on ne baisse pas les bras. On continue. Et ceux qui sont découragés, on les encourage. On leur dit que la lutte doit se poursuivre pour qu'on la gagne. Et nous avons la chance que de nouvelles forces viennent s'ajouter. Les jeunes rentrent dans la danse. Ils ont une autre manière de faire. Ils sont beaucoup plus déterminés, ils sont combatifs et ils ont la volonté de vaincre. Donc non, personne ne peut dire que ça n'a jamais marché, donc ça ne marchera pas. Et puis vous savez, nous avons beaucoup appris de toute l'expérience passée. Nous savons, nous avons fait des analyses, nous avons compris pourquoi des fois ça n'a pas marché. Et nous tenons compte de ces réalités. C'est pour ça que, à un moment donné, nous, on a pris sur nous de demander pardon aux Togolais en disant, OK, vous vous êtes beaucoup battus, mais nous, en tant que leader, même si je ne suis pas personnellement responsable, je l'ai dit au nom de notre responsabilité collective, mais que on demande, on présente nos excuses, on demande pardon pour les erreurs qu'on a commises. Donc, on a appris de nos erreurs et donc, je pense et je suis convaincu que demain, lorsque la mobilisation sera encore d'actualité, eh bien, nous saurons quoi faire pour que cette fois-ci, on aboutisse aux résultats qu'on recherche. Donc, il n'y a pas lieu de se décourager. Bien au contraire, il faut se galvaniser, il faut se soutenir mutuellement et il faut persévérer. L'essentiel, c'est de rester dans le cap de la lutte, rester cohérent et rester déterminé. C'est mon cas et c'est ce en quoi je crois et je pense que beaucoup de Togolais sont dans ce cas aussi. Ok, d'accord. C'est vrai, beaucoup de Togolais sont dans ce cas, mais il ne faut pas aussi oublier ceux qui croient que le changement arrivera par les élections et à travers les élections. Est-ce que, bon, je sais que vous n'êtes pas de ceux-là, mais si on vous demande de nous convaincre, pourquoi, selon vous, les élections ne peuvent pas apporter un changement au Togo? Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui le dis. Moi, je le dis depuis une dizaine d'années.
Aujourd'hui, je n'en parle même plus pratiquement parce que les Togolais eux-mêmes ont compris que la voie électorale ne leur apportera pas de solution. Donc, ce sont eux-mêmes qui décident de ne plus aller voter. Donc, il n'y a plus rien à chercher là-bas. Si les citoyens eux-mêmes ne veulent plus d'élections, eh bien, les gens peuvent organiser leurs élections, mais les Togolais ne vont pas s'intéresser à ça. Voyez-vous? Donc, mon cher ami, et cette question électorale, je pense que les Togolais l'ont déjà tranchée. Mettons notre énergie sur la seule voie qui nous reste, c'est-à-dire celle de l'engagement, celle de la cohérence, celle du sérieux dans l'organisation et de ne pas s'amuser avec la lutte de libération des Togolais. Vous savez, Monsieur le Président, lorsque je vous écoute, et je sais que vous savez que vous n'êtes pas la première autorité que nous recevons ici sur ce panel. J'ai déjà reçu des gens, des responsables politiques du Togo ici, qui ont essayé de me convaincre. Ils ont essayé de me convaincre que la voie électorale est la seule voie est capable de nous sortir de cette situation togolaise. Maintenant, moi, je me dis, lorsque vous dites que les gens sont déjà, que le peuple sait, moi, ce n'est pas suffisant. Je crois que vous devez nous donner des éléments probants qui doivent nous montrer effectivement que les élections ne peuvent pas apporter un changement au Togo. Nous, on a besoin d'éléments parce que si vous le dites, c'est vrai, nous savons, mais essayez de nous convaincre, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Mais écoutez, si vous savez, vous n'avez même plus besoin de vous convaincre. Mais c'est très simple. Et il y a eu, je dirais, une vingtaine d'élections, je crois, au Togo, depuis les années 90. Et donc, à chaque fois, aucune élection n'a jamais été satisfaisante. Elles ont toujours débouché sur des contestations, parfois des violences. On a eu dans ce pays plus de 500 morts, et pour ne pas dire 1000, selon les organisations de la société civile, lors d'une élection. Donc, c'est vraiment une catastrophe, les élections au Togo, parce que les autorités togolaises en ont fait un instrument de confiscation du pouvoir. Vous pouvez faire 1000 élections au Togo, ça donnera toujours les mêmes choses. Donc, ça ne sert à rien d'aller perdre des forces, surtout que à chaque élection, il y a tellement de difficultés, tellement de drames, tellement de morts et tellement de désordre dans le pays que ce sont les gens qui organisent les élections qui ne veulent pas que ce soit transparent. Donc, pourquoi aller s'embourber dans une chose qu'on a faite 150 fois et qui ne donne que les mêmes résultats et vous espérez des résultats différents? Il faut changer de méthode. Et c'est ça que les Togolais ont compris. Donc, pas besoin de chercher à vous comprendre. Moi, à partir du moment où les Togolais eux-mêmes disent qu'ils ne veulent plus aller aux élections, donc pour moi, le débat est clos. Lorsque vous dites que, vous savez, attention, vous parlez des Togolais, et lorsque vous dites que les Togolais disent qu'ils ne veulent pas aller aux élections, mais écoutez, même si on sait que le taux de participation des dernières élections n'était pas élevé, mais il y a eu quand même une participation. Il y a eu des partis politiques aujourd'hui qui sont même des partis politiques de l'opposition qui ont participé à ces élections et qui ont leurs éléments au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des mairies. Je veux parler des conseillers communaux et même des maires. Mais lorsque vous parlez des Togolais, ne sont-ils pas des Togolais, monsieur Nathaniel? Vous savez, quand on parle des choses qui concernent un pays, on ne parle pas des individualités. Je ne vous parle pas des individus, je vous parle de ce que les Togolais expriment aujourd'hui. La grande majorité des Togolais, ce qu'ils expriment, c'est ça. Voyez-vous, ce que la grande majorité exprime, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas voter. Ça veut tout dire. Maintenant, que les gens aillent ou pas, ce n'est même pas le débat. Il n'y a même pas à reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit parce que chacun agit selon ses convictions et il faut respecter ses convictions. Voyez-vous? C'est pour ça que j'estime que les Togolais ont tranché ce débat et ça n'a plus aucun intérêt de passer du temps là-dessus. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est de se regarder en face et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment devons-nous faire exactement pour que nous puissions avoir le Togo dans lequel nous voulons vivre. C'est ça le vrai sujet et c'est ça qui intéresse les Togolais. Ok, merci beaucoup à vous. Vous savez, j'ai une analyse sur la question. Lorsqu'on voit le système togolais aujourd'hui, vous savez,
Si on prend par exemple les préfectures, on dit la plupart des préfectures au Togo sont occupées par des militaires. Le système togolais est fortement militarisé. Moi, je me dis de façon simple, est-ce que nous savons que c'est un système qui est mis en place pour piller, pour voler, pour opprimer le peuple. Même si on donnait le pouvoir, si les Togolais acceptaient d'aller aux élections et qu'un civil arrivait à battre Paul Nyasingbe et qu'on lui donnait même le pouvoir, est-ce que si ce système-là n'est pas changé de base, si on ne change pas cette structure, est-ce que quelqu'un pourra diriger ce pays-là en dehors de ces gens-là qui ont pris tout ce pays-là en otage? C'est des questions qu'on peut se poser. Parce qu'il y a d'autres qui essayent de nous convaincre. On nous appelle, oui, non, écoutez, vous dites aux gens de ne pas aller aux élections, de boycotter les choses. Or, ce qu'ils oublient, chers amis, c'est que le système est fait de telle sorte que il y a comment on les appelle, des caciques du régime, des gens qui soutiennent cette dictature. Et ils sont positionnés un peu partout. S'il n'y a pas une révolution populaire pour changer tout, pour déraciner ce système, quiconque, même si on lui donnait le pouvoir, il ne pourra pas gérer le Togo. Parce que ces gens-là, ils sont riches, ils ont pris ce pays-là en otage. On dit le dictateur Paul Nyasingbe, il est riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Vous croyez vraiment qu'un homme comme ça, si on écarte et que ce n'est pas une révolution qui doit l'enlever, est-ce qu'il va vous laisser en paix pour diriger ce pays-là? C'est des questions qu'on se pose. C'est des questions qu'on peut se poser parce que, vous savez, il est clair pour tout le monde que pour le changement au Togo, il faut vraiment une révolution populaire. Et je suis totalement d'accord avec vous, monsieur Nathaniel. Le problème, c'est que c'est vrai, il y a d'autres qui... et vous le savez, hein, je sais que vous essayez, vous êtes en train de jouer à la diplomatie pour ne pas heurter les sensibilités, mais vous savez qu'il y a des gens qui croient encore que oui, il faut aller aux élections, ce qui n'est pas possible dans ce truc-là. Mais vous, personnellement, étant donné que vous êtes cadre d'un parti politique, que faites-vous sur le terrain pour amener ces gens-là à la raison? Puisqu'on a besoin de tout le monde pour faire une révolution populaire, que faites-vous? Écoutez, ça fait très longtemps que je ne parle plus au nom d'un parti politique. Parce que c'est parce que nous avons dans le passé passé notre temps à parler des partis politiques, à parler des intérêts des partis politiques, que nous avons eu des difficultés sur le terrain. Si vous n'enlevez pas ça de la tête et que vous restez toujours figé sur les intérêts des partis, eh bien, les problèmes vont continuer. Nous sommes sortis de ce schéma. C'est pour ça que les 4 organisations qui travaillent ensemble aujourd'hui, nous sommes sur la même dynamique. C'est-à-dire que nous défendons l'intérêt général. C'est pour ça que nous avons mis en place ce manifeste pour présenter la vision que nous avons pour le Togo. Et cette vision-là, nous la mettons entre les mains des Togolais qui vont regarder. S'ils se retrouvent dedans, eh bien, ils vont se l'approprier. Et s'ils se l'approprient, ils vont se battre pour que cette vision devienne la réalité de demain. Et pour se battre, eh bien, il n'y a pas de miracle. Il faut se mettre ensemble, il faut se mobiliser, il faut venir exprimer sa volonté de peuple dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'autre voie que ça. C'est ce que la Constitution met à notre disposition légalement. Et donc, les Togolais vont finir par passer par ce canal-là. On l'a déjà essayé dans le passé à plusieurs reprises. On a failli conclure et ce n'est pas arrivé, mais nous tirons les enseignements du passé. Donc aujourd'hui, nous sommes encore mieux outillés qu'en 2017 parce que nous avons tiré les leçons de l'expérience de 2017. Donc, nous avons on va terminer le travail. On va terminer le travail parce que ça a trop duré. Les Togolais souffrent. Les Togolais n'ont pas d'eau à boire. Les Togolais ne mangent pas à leur faim. Donc, on n'est pas en train de s'amuser de qui va prendre la place de qui. Moi, ça ne m'intéresse pas, le pouvoir. Hein, je vous le dis. Ça ne m'intéresse pas d'aller à une élection. J'étais dans une émission radio tout à l'heure et un journaliste m'a dit, mais monsieur Olympio, vous appelez les gens à la rue, vous cherchez la solution facile pour prendre le pouvoir. Je lui ai dit qu'il ne peut pas parler de cette façon parce que si les Togolais voulaient la voie facile,
bien, il n'allait pas se battre pendant 35 ans contre un régime de dictature aussi féroce, où il y a eu des morts et des morts, des milliers de morts depuis ce temps. Donc, il faut être sérieux et respecter les Togolais. La voie la plus facile, c'est ceux qui vont se coucher devant le pouvoir pour se faire nommer à gauche, à droite. Je n'ai pas choisi cette voie-là. J'ai choisi la voie qui permettra de garder la dignité des Togolais et de se battre pour obtenir ce qu'on recherche. Il faut aller arracher cette liberté. C'est comme ça que ça se passe. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais le problème ici, c'est que je me demande, est-ce que sur le terrain, oui, en tant que Togolais, en tant que citoyen togolais, et que vous militez pour la démocratisation de ce pays, et sur le terrain, la dernière fois, par exemple, il y a eu une coalition qui a fait un meeting, et vous n'étiez pas là-bas, je ne vous ai pas vu là-bas. Maintenant, je me demande, est-ce que sur le terrain, il y a des discussions entre vous et ceux-là, quand même, voilà, qui avaient organisé ce meeting? Ben, bien sûr qu'il y a des discussions avec nous. Ça fait 2 ans que nous discutons. Et nous n'avons pas arrêté de discuter. Mais c'est clair que si nous ne sommes pas encore ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur la manière d'arriver, même si nous avons les mêmes objectifs. Chacun pense que la voie qu'il suit est plus indiquée. Donc, pour le moment, on n'a pas trouvé un terrain d'entente. Mais n'oubliez pas que aujourd'hui, nous sommes 4 regroupements. Ça veut dire qu'avec ces 4 regroupements, nous avons discuté pendant longtemps, nous avons trouvé un objectif commun, nous avons trouvé une vision commune, nous avons trouvé le chemin commun pour arriver à cette vision-là. Donc, l'effort est fait et on avance. Donc, ne restons pas figés sur ceux avec qui on n'a pas encore trouvé d'entente, mais continuons la lutte. Peut-être que demain, après-demain, on va se croiser devant et nous allons faire des choses ensemble. Donc, il ne faut pas rester figé sur le fait que nous n'avons pas encore atteint le travail en commun avec tout le monde, mais il y a un groupe d'un côté, il y a un autre groupe d'un autre côté, ben, on continue à discuter, on continue à travailler, et puis c'est le peuple aussi qui pousse, hein. C'est le peuple qui pousse. Et donc, moi, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, eh bien, on est obligé de venir se retrouver quelque part pour avancer ensemble. D'accord, d'accord. Alors, Moi, j'ai une question. ok, allez-y. Ouais, j'ai une question. Bonjour, monsieur Olympio. Zach, Oui, follow. Mfonyole. J'aimerais bien vous poser la question de savoir pourquoi les Togolais n'ont plus confiance aux hommes politiques, surtout de l'opposition. Alors, je pense qu'il faut d'abord préciser que les Togolais n'ont plus confiance au pouvoir. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'ils refusent de participer aux élections que le pouvoir organise. Il ne faut pas oublier que c'est le pouvoir qui organise les élections. Donc, quand ils refusent de participer, c'est qu'ils refusent la politique du pouvoir. Deuxième chose, le Togo, les Togolais se sont battus pendant longtemps. Pendant 35 ans, ils se battent. Et parfois, ils ont tellement donné de leur engagement, de leur force, de leur souffrance qu'à un moment donné, ils se disent, ben, les gens qui nous dirigent dans l'opposition, ben, qu'est-ce qu'ils font au juste? Donc, ils se posent des questions légitimes. Et puis, ils voient que parfois, il y a quand même des difficultés entre leaders, il y a des positions différentes. Et tout ça, ça sème le doute parfois dans l'esprit des gens. Et c'est normal. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas rester figé sur cela. Pourquoi je dis ça? En 2012, il y a eu un grand mouvement organisé par les partis politiques et les organisations de la société civile au Togo. C'était le CST. Il y a eu énormément de monde dans la rue. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et pendant 5 ans, plus rien ne s'est passé. Tout le monde disait que les Togolais sont résignés, les Togolais n'ont plus confiance, etc., etc. Et puis, un beau jour, bam, c'est parti. Tipi Achadam est venu avec un mouvement le 19 août et ça donnait naissance à la C14. Tout le monde était dans la rue. Je pense qu'au Togo, on n'a jamais vu autant de monde dans la rue. Et je peux vous demander d'aller voir les archives du 3 février 2018. Je pense que c'est la plus grande manifestation que le Togo n'ait jamais connue. 3 février 2018. Et puis, encore une fois, ça n'a pas donné le résultat attendu. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les Togolais se posent des questions sur le leadership. Et c'est ce que nous avons fait, nous,
avec la DMK, avec la DMP, avec la LDP, et puis le Front touche pas à ma constitution. On s'est assis pendant des semaines et des semaines pour réfléchir sur la lutte. Et nous avons tiré les conclusions. D'abord, il faut changer le leadership. Quand je dis changer de leadership, je ne parle pas d'individu. Je parle de la manière dont la lutte est conduite. Et c'est ça qui nous a amené à travailler sur le manifeste pour avoir une vision. Et donc, c'est autour de la vision maintenant que nous nous mettons tous. On ne se met plus derrière quelqu'un, on ne se met plus derrière un chef, on se met derrière la vision. Et là, il n'y a plus de combat partisan. On ne se bat plus pour un parti politique. On ne va pas défendre les intérêts d'un parti politique. On défend les intérêts des Togolais, l'intérêt général. Et ça, c'est très très fort parce que, c'est la première fois de l'histoire de la lutte au Togo que on met ensemble une vision. Ça ne s'était jamais fait. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi la première fois que nous décidons comme ça que nous n'allons pas suivre quelqu'un. Ça fait une grosse différence. Et je pense que cette manière de faire, ça nous a donné une certaine crédibilité dans l'opinion. Maintenant, ce que nous demandons aux Togolais, c'est de nous donner la force populaire. C'est de s'emparer de ce manifeste. Parce qu'il est la synthèse de tout ce que les Togolais veulent. Ben, que les Togolais s'emparent de ça. Que la jeunesse togolaise prenne ça comme ça, boussole, et se battent pour que ça devienne la réalité. C'est ça le grand changement que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Ok, mais cette idée. Attends, s'il te plaît. Attendez. Cette idée. Non. Attendez. Je vais oublier la question. Attendez. Gardez cette question. L'idée là, c'est une très belle idée. Mais comment faites-vous? Quelle est votre stratégie pour vendre cette idée, par exemple, aux militants de l'ANC, par exemple? Comment faites-vous? C'est une belle idée, c'est une très belle vision. Mais comment faites-vous, monsieur Nathaniel, pour vendre ou bien pour faire passer cette vision aux militants de l'ANC, à ces défenseurs sur les réseaux sociaux, tous ceux qui, voilà, en tout cas, vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Comment faites-vous pour partager cette vision avec eux? Puisque, visiblement, eux, ils ne sont pas dans cette vision-là. Quelle est votre stratégie pour leur vendre cela? C'est un document que nous présentons absolument à tous les Togolais. Tous les Togolais. On ne s'adresse pas uniquement à des partisans d'un parti politique. Je dis bien, c'est adressé à tous les Togolais, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ensuite, moi, je veux savoir quel Togolais peut lever le doigt et dire que ce qu'il y a dans ce document, dans cette vision, ne lui plaît pas. Je veux savoir quel est le Togolais qui lève le doigt et dire que ce Togo-là, ça ne l'intéresse pas. Lui, oui, vous me le montrez et j'irai discuter avec lui pour le convaincre. Je ne pense pas que ce soit là-bas qu'il y ait une difficulté. Je pense que nous devons trouver la voie qui rassure tout le monde. Nous devons trouver la voie qui donne à chacun la certitude que nous allons arriver au bon résultat. Parce que ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est que, eh bien, nous n'avons pas trouvé le chemin commun. Chacun veut aller devant, mais il y en a qui veulent passer à gauche pour arriver devant, d'autres veulent passer à droite pour arriver devant. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un que lui a tort, l'autre a raison. D'accord? Mais chacun travaille avec sa conviction. Chacun travaille avec l'expérience qu'il a. Et nous appuyons beaucoup sur l'expérience des Togolais. Et c'est pour ça que nous avons sorti cette vision-là. Mais, pour être plus précis sur votre interrogation, nous allons approcher toutes les organisations, toutes les forces vives de la nation. On va partager ce document. On ira expliquer. On va l'adresser même au parti au pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure. On va le divulguer, on va le commenter et on verra si quelqu'un dit qu'il est d'accord. En ce moment-là, on lui répond, mais si tu es d'accord, viens ensemble. On va dire au pouvoir que c'est ça que nous voulons. On va le dire ensemble. On va le dire le même jour. On va le dire dans la rue et on verra ce que le pouvoir va faire. Bon, ma deuxième question est que
Qu'est-ce qui a fait que depuis toutes ces années, la lutte à la dernière minute n'a jamais été aboutie? C'est quoi le vrai problème? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu du monde, vous avez drainé du monde depuis des années, autant de Gilles Christ Olympio, des théâtres, tout ce temps, le monde que tous ces leaders politiques ont réuni le monde là. Pourquoi à la dernière minute toujours, il y a une réconciliation, il y a un dialogue et qui avale tout? Pendant que la population, la plupart sont mortes, la plupart sont en prison, et il y a une réconciliation entre, je sais pas, c'est quoi le réel problème? Tu veux savoir? Oui. Écoutez, moi, je suis engagé en politique, ça ne fait pas bien longtemps, ça fait en 2014. Et la seule vraie expérience de regroupement que j'ai connue, c'est la C14. Et j'ai connu la C14 de l'intérieur. Il faut vous rappeler que la C14 a été constituée, je dirais, pas la force des choses. Personne ne s'attendait, on n'avait pas véritablement la bonne préparation pour la C14. Et lorsque la C14 s'est mise en place, je peux vous dire qu'il y avait des gens qui ne se parlaient pas. Simplement parce que ça n'était pas vraiment préparé. Ça s'est fait par la force des choses. Et quand on s'est retrouvés, on n'avait pas de programme commun. Il n'y avait pas de vision. Il n'y avait pas de document où on dit, voici où nous allons, voici ce que nous allons faire. Chaque groupe, chaque parti est venu aussi défendre les intérêts de son parti. C'est ça la réalité. Et ça ne pouvait pas marcher comme ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Chaque groupe venait défendre les intérêts de ses intérêts personnels. Chaque groupe venait défendre ses intérêts personnels. Voilà. Les partis venaient défendre leurs intérêts de parti. C'est normal. Parce que rien n'avait été préparé à l'avance. On s'est retrouvés brutalement ensemble pour défendre la même chose, mais chacun avait son idée. Donc, nous avons tenu compte de tout cela et c'est la réalité. C'est ça qui a fait que nous avons décidé aujourd'hui de mettre la vision en place. Si demain, on se retrouve quelque part pour dire aux gens ce que nous recherchons, il suffit de sortir ce document et le déposer sur la table. Que ce soit moi, que ce soit mes amis des autres organisations, LDP ou DMP ou DMK ou le Front touche pas ma constitution, n'importe qui de nos rangs, il sort, on lui demande qu'est-ce que vous voulez, eh bien il dépose le document sur la table. On parle d'une même voix. Ce qui n'était pas le cas en 2014. Ok. Maintenant, par exemple, hein, c'est juste un truc, hein, une idée que j'ai. Imaginons qu'un jour comme ça, comme on se levait, on a dit, bon, le M66 ou n'importe quoi, il y a un truc qui se passe, on demande les gens de sortir et vraiment, les gens sont sortis massivement et le pouvoir tombe. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu penses que les opposants, les leaders, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont prêts au cas où le pouvoir tombe, qui vont reprendre les choses et vraiment conduire ça dans une très bonne direction ou bien, en fait, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Zaga, il faut oublier la question des partis politiques. Aujourd'hui, ce sont les citoyens togolais qui sont concernés. Ce n'est plus une lutte de partis uniquement. C'est une lutte de citoyens. C'est-à-dire, vous qui, justement, êtes en train de vous battre aujourd'hui, vous n'êtes pas d'un parti politique. Si demain, les conditions sont réunies, nous allons faire ce que nous appelons les assises nationales. Ce ne sont pas uniquement les partis. On va appeler tout le monde, toutes les forces vives, toutes les associations, les chefs traditionnels, les religieux, les universitaires, les penseurs, et les hommes en tenue, et les civils, les syndicats. Tout le monde va s'asseoir autour de la table. Et si l'armée prend le pouvoir, vous allez faire quoi? On a vu ça dans les autres pays. Oui, c'est une question importante. C'est pour ça que il faut toujours travailler à l'après-changement. C'est très important. Avant même que le changement ne se produise, nous devons réfléchir pour savoir qu'est-ce qui va se passer après le changement. Et la manière dont le changement va arriver, c'est ça qui va conditionner ce qui va se passer après le changement. Donc, nous avons déjà réfléchi sur tout ça. Parce que nous ne voulons pas un changement qui va ouvrir la porte sur le désordre, qui va ouvrir la porte sur la revanche de ces gens. Que
qui vont perdre le pouvoir. Il ne faut pas que le changement se fasse dans des conditions où ils vont se dire, OK, maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, on va voir ce qu'ils vont faire et on va leur mettre les bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas. Il faut anticiper tout ça. C'est le travail que nous faisons. Et je dois vous dire avec sincérité que les compétences ne manquent pas. Que ce soit ici au Togo, que ce soit dans la diaspora. Et même les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont beaucoup de compétences. C'est le système dans lequel ils sont qui fait qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs compétences. C'est tout. Ils sont étouffés. Voyez-vous? Donc, si l'environnement global change, ben, toutes ces compétences vont se mettre au service du Togo dans le bon sens du terme. Et donc, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Et il ne faut pas que vous pensiez que les officiers, ils ne pensent qu'à eux. Non. Il ne faut pas jeter la pierre aux militaires comme ça. Il y a bien sûr des généraux, des officiers supérieurs qui profitent du système. Quand en 2005, on a donné le pouvoir au chef d'État dynastique, vous avez vu, ils étaient 4-5 généraux. C'est pas l'armée, c'est pas l'institution militaire, c'est pas le capitaine qui est dans les casernes, c'est pas le sergent qui est au front. Donc, il faut prendre du recul et ne pas considérer que l'armée est l'ennemi du peuple. C'est pas vrai. Au contraire, le pouvoir travaille pour qu'il n'y ait pas de fusion. Il travaille pour qu'il n'y ait pas une relation fusionnelle entre l'armée et le peuple. C'est pour ça que dans notre manifeste, nous avons dit il faut établir un pacte armée-peuple. C'est-à-dire que nous devons avoir une relation fusionnelle avec l'armée. Le peuple doit avoir une relation fusionnelle avec l'armée. Et l'armée doit être un pôle d'excellence technologique, un pôle d'excellence dans beaucoup de domaines. Et là, vous verrez que toute la force de la nation va s'exprimer. Donc, ne soyez pas trop inquiets. C'est bien d'être vigilant, c'est bien de poser le problème, mais sachez que ce problème qui vous tracasse, il nous tracasse aussi, et nous réfléchissons là-dessus, et nous avons des voies de sortie. Joël, la dernière question, puis je te laisse. La dernière question. OK. Monsieur Olympio, est-ce que vous pensez qu'il y a eu quand même des trahisons entre vous les opposants ou pas? Bah, bien sûr qu'il y en a eu. Moi, je vais vous dire que en 2017-2018, quand on était dans la C14, il y avait des gens qui étaient à la table de la C14 et quand on sort, et ils vont discuter la nuit avec le pouvoir. C'est une réalité, tout le monde le sait. Donc, tout ça, ce sont des réalités sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui pour bâtir une nouvelle expérience. Et cette expérience-là, elle va nous servir. Donc, ne vous inquiétez même pas. Et dans toute lutte, il y a toujours eu des traîtres. En Afrique du Sud, l'ANC d'Afrique du Sud, au sein même de la même organisation, ils se sont expliqués avec des kalachnikovs. Ils se sont entretués à la kalachnikov parce qu'ils ne s'entendaient pas, parce qu'il y avait des traîtres. Donc ça ne manque jamais dans une lutte. Mais ça n'empêche pas la lutte d'aboutir finalement. Est-ce que vous avez vu une dictature qui reste indéfiniment, même si elle a 60 ans, elle va tomber. Elle finira par tomber. Il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas courber les chines, il faut être déterminé dans la cohérence. Et merci là, on va aboutir. Merci Joël, je te laisse. Moi j'ai fini mes questions. Non, bon, c'est tout. C'est-à-dire, vous savez, monsieur Nathaniel, c'est un homme qui, je le vois, c'est un rassembleur en tout cas, et puis il sait quand même, il sait trouver les bons mots au bon moment pour nous apaiser. Mais je voudrais vous demander, monsieur Nathaniel, vous aviez parlé tout à l'heure d'assises nationales, où tous les Togolais, les militaires, tout le monde doit s'asseoir pour repenser le Togo. Est-ce que vous seriez, vous, prêt à défendre l'amnistie pour Fogna Simbe en ce moment-là? Si ça doit vous permettre d'aller à la démocratisation du Togo, est-ce que vous pouvez, vous êtes d'accord pour défendre que Fogna Simbe soit amnistié pour tout le mal et pour tous les crimes qu'il a commis au Togo? Je vais vous dire que c'est une question qui appartient au peuple togolais.
et chacun... Oui, mais vous, ira personnellement, à- est-ce que vous pouvez défendre cela? J'ai dit, vous, puisque assise nationale, chacun défend sa position. Est-ce que vous seriez parmi ceux-là qui vont... Je n'entends plus. Je vous entends plus. Moi, je vous entends. Je pense qu'il y a eu un problème de connexion. Ok, c'est bon. Ah bon? C'est bon, Voilà, vous me recevez? voilà c'est bon. Parfait. Voilà, je disais que lorsqu'on parle d'assises nationales, c'est-à-dire chacun donne sa voix, sa position. Donc, est-ce que vous serez parmi ceux-là qui vont défendre que Faure Gnassingbé soit amnistié, les généraux là, pour que la paix et la démocratie puissent arriver au Togo? Vous savez comment ça s'est passé en Afrique du Sud? En Dites-nous. Afrique du Sud, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et on a essayé de faire la même chose au Togo, mais ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Parce que une commission Justice, Vérité et Réconciliation ne peut réussir que après le changement. Ceux qui sont au pouvoir et qui sont accusés d'avoir fait des abus ne peuvent pas conduire une CVJR qui donne les résultats qu'on escompte. Maintenant, l'expérience de l'Afrique du Sud est intéressante parce que dans la dénomination, le Commission Vérité, Justice et Réconciliation, il y a le mot justice. Et leur modèle, c'était quoi? Ben, les gens qui reconnaissaient leurs fautes, leurs erreurs, leurs crimes, on leur pardonnait. Et ça s'arrêtait là. Ceux qui ne reconnaissaient pas, ils allaient au procès. C'est le procès qui définit l'issue. Donc, ce sont des expériences dont on peut s'inspirer. Il y a aussi le cas du Rwanda. Au Rwanda, ils ont mis en place des tribunaux traditionnels pour régler les problèmes après le génocide. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est responsable. Beaucoup sont responsables. On ne va pas jeter tout le monde en prison. On ne va pas procéder à des vengeances. Donc, la nation elle-même doit défendre, doit décider ce qu'elle veut faire. Moi, je ne suis pas pour la vengeance, je suis pour la justice, je suis pour la réconciliation. Les deux vont de pair. Donc si Faure Gnassingbé reconnaît ses crimes, si Faure Gnassingbé reconnaît ses crimes et accepte de quitter le pouvoir et ne plus se mêler de la politique, vous allez défendre qu'il soit amnistié. Moi, je vais défendre qu'il y ait la paix dans le pays. Je vais défendre que les gens qui reconnaissent leurs crimes et qui demandent pardon, je vais demander au peuple d'accorder le pardon. C'est comme ça que ça fonctionne pour que on ne rentre pas dans un cycle de vengeance. Mais il y a aussi des crimes que généralement on considère comme imprescriptibles. Le peuple doit pouvoir se dépasser pour faire lui aussi des sacrifices. Bien sûr, il a déjà souffert. Le peuple a fait beaucoup de sacrifices, mais on lui demandera d'en faire encore davantage. Donc, tout cela n'est pas simple et ne se traite pas en disant oui, non. Il faut le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue, sans émotion, pour préserver la paix de demain. Et là, il y aura toujours de gros sacrifices à faire. C'est pour ça que dans nos réflexions, nous allons devoir mettre en place de nombreux psychologues pour travailler sur les Togolais. Parce que les Togolais ont souffert. Et quand il y a le changement, les gens ont la rage dans le cœur. Il faut les apaiser. Il faut des psychologues pour accompagner les gens. Il faut faire des campagnes de sensibilisation pour mettre en avant la réconciliation, pour mettre en avant la stabilité du pays, pour mettre en avant le développement du pays. Ça ne peut pas se faire dans la vengeance. Il y aura forcément des gens qui seront punis. Ça, c'est une évidence. Mais on ne va pas jeter tout le monde dans les prisons. Ça aussi, c'est une réalité. Vraiment, je suis satisfait. En tout cas, je suis satisfait pour vos réponses. Merci beaucoup à vous, monsieur Nathaniel. J'ai une dernière question avant que ceux qui nous écoutent me montrent pour vous poser aussi des questions rapidement. Alors dites-moi, et ça date de quand votre rencontre avec monsieur Jean-Pierre Fabre? Est-ce que vous vous voyez souvent? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous buvez ensemble? Est-ce que vous mangez ensemble? Est-ce que je sais pas, ça date de quand votre
votre dernière rencontre? Franchement, Mars franchement, 2024. véritablement. Mars, Mars 2024. Mars mars 2024. 2024. Mars, c'est Mais beaucoup. cela n'empêche que nos organisations se parlent. Hein. On s'est revus. Ah non, après ça, on s'est revus. On s'est revus parce que nous avons fait une conférence de presse commune en avril. Voilà. Mais le mars dont je parlais, c'était en tête à tête. Mais en avril 2024, avant les élections législatives, nous avons fait une conférence de presse ensemble au siège de l'ANC. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne commence par monter nos amis pour vous poser aussi une question. Bon, deux questions au plus. Nous parlons des questions. Ceux qui ont des questions, ceux qui veulent participer au débat, vous attendez. C'est ceux qui veulent poser des questions qui vont monter pour poser deux questions. Deux questions, s'il vous plaît. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant cela, Monsieur Nathaniel? Ce que je peux ajouter, c'est que aujourd'hui, nous avons fait un gros effort de réflexion parce que je pense que la réflexion doit toujours venir avant l'action. Nous avons fait un gros effort de réflexion pour mettre sur la table une vision commune, qui pour nous est la mise en commun de ce que les Togolais ont toujours exprimé depuis 1990. C'est la première fois que des organisations font ce travail-là. Et donc, ce que nous demandons à la jeunesse togolaise, c'est que rien ne se fera sans elle. Rien. Et c'est à elle de défendre cette vision si elle considère que cette vision est en conformité avec leurs attentes. Et ça, c'est un appel que je lance à la jeunesse togolaise. Nous mettons entre vos dispositions, entre vos mains, cet outil-là. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors levez-vous pour faire la promotion de ce document, de cette vision. Le document est avec vous là, s'il vous plaît. Est-ce que le document est là avec vous? Vous pouvez vous montrer cela? Non, je ne l'ai pas en main parce que c'est distribué sur tous les réseaux, tout le monde le voit et on continue à le distribuer. C'est pas un gros document, c'est un gros document de 10 pages que nous avons présenté vraiment sous forme d'entretien direct avec les jeunes. Nous avons utilisé un ton de tutoiement, c'est très léger à lire. Donc, c'est pour que chaque jeune puisse s'imprégner de ça et se dire, c'est ce Togo-là que moi je veux et je veux défendre cette vision pour que ça devienne la réalité. C'est l'appel que nous lançons et dans les semaines et mois qui viennent, ça va être le travail que nous allons mener. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nathaniel. Merci beaucoup. OK. Question. El Cogito. Voilà. Allez-y, posez vos deux questions. Monsieur El Cogito, bonsoir à vous. Oui, alors bonsoir Joël. Merci pour ce live capital. Bonsoir Monsieur Olympio. Vraiment, vous inspirez plus qu'un Togolais. Force à vous. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. Nous savons que actuellement vous avez votre camp avec la DMP, la DMK et les autres sociétés civiles, inclus ne touche pas ma constitution. Et de l'autre côté, il y a le CNCC. Alors, ma question est de savoir, j'espère que vous avez, je crois avoir entendu vous parler un peu de ce qui vous différencie de CNCC, mais si vous pouvez encore plus clarifier davantage les points de clivage ou bien ce qui vous différencie de CNCC et aussi savoir la situation ou bien la position du président du PNP, M. Tipi Tchadam, par rapport à ce que vous faites dans votre coalition. Merci. Alors, je l'ai déjà dit, nous avons des objectifs similaires et nous n'avons pas encore trouvé le chemin commun pour arriver à cet objectif. Et nous continuons de réfléchir et de se parler. Et la dernière fois que nous nous sommes parlé, les deux groupes se sont parlé, ça remonte au 10 avril 2026. Donc, il n'y a pas longtemps.
10 avril 2026. Donc, nous sommes en dialogue permanent et je ne doute pas que nous allons finir par trouver un point de conjonction. Merci beaucoup. La deuxième question, la dernière fois que j'ai vu M. Tipi Achadam et je lui ai parlé, c'était le 20 octobre 2017. Octobre. En tout cas, vous êtes satisfait, M. El Cogito? Vous êtes satisfait? Oui, relativement des réponses, oui, bien sûr, mais bon, on aimerait savoir un peu plus sur ce qu'il pense, ce qu'il fait par rapport à cette lutte que nous menons. C'est bien vrai que de temps en temps, il se prononce, mais bon, on veut quand même savoir sa situation, sa position par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais je suis quand même satisfait des réponses que vous avez données, monsieur Olympio. Une fois encore, merci pour le travail. On vous soutient. Alors. Merci beaucoup à vous, monsieur El Cogito. Merci beaucoup. Merci. Alors, Romarickson. Monsieur Romarickson. Oui, bonjour. Le lion de la Juda, le lion de la tribu de la Juda est là. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. De votre côté. Oui. Alors, vos questions invités, Nathaniel. Oui, Nathaniel, c'est un ami, c'est un grand frère. Moi, je suis un feu follet et c'est lui, de temps en temps, qui me met la main dessus, qui me calme, qui dit que non, faisons ceci, faisons comme ça, faisons comme ça. Et quand j'attaque toute l'opposition, il a l'habitude de me parler en grand frère. Il me dit que petit frère, voici. Donc, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et il est déjà venu chez moi ici en Allemagne. On s'est rencontrés dans le cadre de cette lutte. Des gens qui sortent du pays, qui viennent voir dans la diaspora. Pas en tant que connaisseurs, pas en tant que détenteurs de la solution, mais des gens qui viennent nous dire que nos frères, voici le problème que nous avons. Que pensez-vous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est dans cela que moi, j'ai appris à le respecter. Et donc, ce gremium, cet organe qui a été créé maintenant, vous voyez, la démarche, elle est respectueuse. Cette démarche, elle est claire. C'est-à-dire que ce n'est plus des gens qui se tiennent debout, qui vous disent que arrêtez, venez, suivez-nous. Non! Il vous dit que voilà le projet. Si tu es d'accord avec le projet, tu sais comment ce qu'on a fait pour le réaliser. Donc, mettons-nous ensemble pour la réalisation de ce projet pour le bonheur de notre pays. Il ne s'agit pas de voter pour M. Olympio, de voter pour Mme Adjamamo Johnson, de faire quoi que ce soit. Non, ils ne sont pas à la recherche des voix pour leur parti politique. Mais, oui, seule chose les concerne, c'est la libération de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Et donc, moi, je demande à tous les Togolais d'adhérer à ce projet. Parce qu'un tel projet, nous n'avons jamais eu. Moi, en sciences politiques, ce que j'ai appris, c'est ceci. Chaque fois qu'il y a un conflit entre des entités politiques, la première question que tu dois te poser est celle-ci. Quels sont les intérêts en jeu dans le jeu? C'est-à-dire que les diversions, rien de bon pour le Togo. Ferdinand Haïté nous a fait comprendre quelque chose. Il y a l'uranium du Niger, que M. Fodia-Singbe, dans ses réseaux mafieux, voulait faire partir par le port du Togo pour aller ailleurs. Il y a un pays, vous savez qu'il y a deux pays actuellement qui sont en conflit avec les autres. Ils sont deux pays frontaliers. Il y a un grand, il y a un petit, je n'ai pas appelé leur nom. Donc, le petit pays là, il a préparé les drones. Il dit que dès qu'on charge les cargaisons au port de Lomé, il va mettre les drones dessus. Vous savez que l'uranium, c'est un élément radioactif. Imaginez que Fodia avait eu la chance d'amener les cargaisons au port et que le garçon là mettait les drones. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de vie humaine au Togo. Donc, regardez dans quel danger ce garçon met notre pays. Et les gens qui sont curieux, les gens qui aiment le Togo, comme Nathaniel Olympio, Mme Adjamamo Johnson, ils ne peuvent plus tolérer ça. Donc, ils sont prêts à tout le sacrifice. Oubliez leur parti. Ne considérez que le Togo. Et voilà ce à quoi ils sont arrivés pour que notre Togo sorte de ce jeu-là le plus vite que possible. Voilà, je ne peux que les remercier pour tout ce qu'ils font et je suis avec eux. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Romarickson. Restez avec nous. Et je sais que tout à l'heure, je viens d'avoir le manifeste ici. Et lorsque nous allons libérer notre invité, on va continuer le live. Nous allons en parler. Alors, on va permettre aux autres de poser leurs questions rapidement, s'il vous plaît. 2 questions pour notre invité, monsieur Nathaniel Olympios. Chers amis,
Alors, trop c'est... Ok, trop c'est trop. Allez-y pour vos questions. Trop c'est trop, voilà. Ah, c'est Monsieur Apom. Je ne savais pas. Comment vous allez, Monsieur Apom? Oui, je vais bien et vous? J'espère que vous allez bien. Salut Ça va bien, merci Romarickson beaucoup. et salut au grand frère Nathanaël Olympio. C'est toujours un plaisir d'avoir des personnalités comme Nathanaël Olympio. Ça nous donne encore l'espoir que le changement est possible. Parce que malgré les soubresauts, malgré comment je vais dire, les attaques, toutes les tribulations, il y a encore des gens qui sont sur le terrain et qui nous disent que le changement est possible. Et parmi eux, il y a Nathanaël Olympio, il y a Madame Adjamagbo, il y a Rabia, ils sont pleins, ils sont encore nombreux, qui sont restés intègres, qui ont refusé la compromission. Et ça nous donne espoir, nous qui ne pourrons pas rentrer au Togo. Parce que Romarickson et moi, dès qu'on ose mettre les pieds à Lomé, nous sommes arrêtés, on est emprisonnés, torturés et même tués. Et donc, de loin, nous continuons le combat. Nous ne perdons pas espoir pour autant. On est encore plus renforcés. Une question à mon aîné Nathanaël Olympio. J'ai lu le manifeste. Je suis un peu resté sur ma soif parce que le manifeste dans son ensemble est juste un appel. Mais je ne vois pas encore parce que une partie du manifeste dit, attends, je vais juste paraphraser, concrètement, il s'agit de quoi? Donc concrètement, je pensais que je devrais avoir des démarches concrètes qui vont permettre de mobiliser. Mais dans ce concrètement, je vois encore juste des étapes. Et je pense, après lecture, je me suis dit, c'est un ensemble, vous m'excusez le terme, un ensemble de vœux pieux. Et si c'est un ensemble de vœux pieux, je veux qu'il soit transformé en une feuille de route avec des actions concrètes et réalisables, mesurables, qu'on peut évaluer avec, par exemple, le CEPO. Le CEPO, c'est une technique d'évaluation des actions. S qui est pour le succès, E qui est pour les échecs, et P qui est pour les potentialités, et O qui est pour les obstacles. Donc, est-ce que en dehors de ce manifeste, y a-t-il un cadre ou une feuille de route qui permet qu'on puisse véritablement mettre en œuvre ce manifeste, parce que le manifeste en soi résume tout simplement l'ensemble des cris des populations et le vœu du changement. Maintenant, dans le concret, est-ce qu'il y a une feuille de route? Par exemple, pour ceux qui sont sur le terrain, qu'est-ce que ceux qui sont sur le terrain vont faire? Avec quels moyens? Avec qui? Quel est le calendrier de mise en œuvre? Au niveau de la diaspora, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils vont le faire? Avec quels moyens? Avec l'échelonnage? Vous voyez, ainsi de suite. Ensuite, au niveau de la communication, est-ce que nous allons nous appesantir sur les médias traditionnels? Est-ce que nous allons créer un média spécifique pour ça, pour ce manifeste? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous voyez, donc c'est ça qui est resté encore sous ma gorge. Et heureusement que Joël vous avez invité Nathanaël Olympio. J'aimerais donc lui poser la question. Je ne demande pas qu'il réponde, mais c'est une puce à l'oreille que je mets à ses oreilles pour que peut-être une concertation plus large soit organisée dans le cadre d'une conférence Zoom, par exemple, qu'on puisse jeter les bases donc d'une nouvelle lutte à partir donc de ce manifeste, pour qu'on puisse à chaque couche ou à chaque force qu'elle sache qu'est-ce qu'elle doit faire, quand est-ce qu'il doit le faire, avec quels moyens et avec qui. Merci. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Apom. On va permettre à notre invité en tout cas, de vous répondre ou de dire quelque chose par rapport à tout ce que vous venez de dire. Monsieur Nathaniel, allez-y, nous vous écoutons. Bien, d'abord, je voulais faire un coucou à Romarickson. C'est vrai qu'on s'est vu en 2018 à Hambourg.
et où nous avons déjà beaucoup parlé du Togo. Et je te remercie pour les mots bien aimables que tu prononces. Mais il faut savoir que cet engagement-là que nous avons, c'est dans la sincérité, dans la vérité. Et ce n'est pas toujours facile, mais nous devons toujours le faire avec beaucoup de courtoisie pour les gens. C'est pour ça que je titille parfois quand il est dans une grande, je dirais, virulence avec sa fougue voilà. De Alors, révolutionnaire. je voulais dire c'est quoi, c'est trop, c'est ça? Que, Léandre, hein, c'est Léandre. d'accord, Léandre, merci. C'est une vision que nous avons présentée. Ce n'est ni un programme de gouvernement, ni un dossier opérationnel. C'est une vision. Donc, on ne peut mettre dans ça que les grandes orientations, ce que nous voulons pour le Togo. Et vous comprendrez, vous conviendrez aussi avec moi que tout ce que vous avez évoqué sur la dimension opérationnelle, le chronogramme, les points de repère, enfin tout ce qui permet de gérer un projet, parce que c'est un projet que nous gérons, ce n'est certainement pas ici que nous allons en parler. Ce n'est certainement pas dans un document public que nous allons en parler. Et donc, vous pouvez nous faire confiance que si nous avons songé à mettre en place une vision, c'est que derrière, nous avons aussi pensé au mode opératoire et au chronogramme qui vont nous permettre d'avancer avec des points de repère. Donc, je comprends que la question se pose, mais vous avez si bien dit que vous n'attendez pas de réponse. Et la réponse que je vous donne, c'est que bien sûr que tout cela est pris en compte. Cependant, et c'est là où j'ai l'habitude de dire que la diaspora a une grande capacité et qui va largement au-delà du rôle qu'on lui confie ou alors qu'on lui assigne, et généralement qui est le rôle de pourvoyeur de fonds. C'est la partie la plus, je dirais, celle qu'on met en avant, mais ce n'est pas uniquement cela qui peut venir de la diaspora. La diaspora, c'est beaucoup de compétences. La diaspora, c'est beaucoup de relationnel. La diaspora, c'est des gens qui peuvent influencer les décideurs des pays, de leur deuxième pays, les pays d'accueil, parce que beaucoup sont des binationaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de la diaspora, y compris la réflexion. Et c'est ce que vous êtes en train de montrer, Léandre. Et donc, tout cela, et ça ne peut pas toujours se faire avec tout le monde. C'est pas possible. C'est pas sécurisé. C'est pas responsable. Mais les idées qui peuvent être, qui peuvent émaner des uns des autres, il faut qu'on puisse les recenser pour qu'on puisse travailler avec et qu'en plus, ça puisse permettre d'enrichir les réflexions que nous aussi nous avons ici. Donc, la diaspora doit s'organiser elle-même aussi parce que elle aussi, elle est éparpillée aujourd'hui. C'est une réalité. Il y a 150 diasporas. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve un point je dirais, un point de rassemblement de toutes ces initiatives, de toutes ces réflexions et qu'on en fasse une quintessence, une synthèse qui va permettre d'avoir la feuille de route, comme vous l'appelez, et peu importe le nom. Donc, ce schéma-là, nous l'avons aussi à l'esprit et donc, voilà, la contribution de chacun est bienvenue. Mais je rappelle qu'on s'est croisé aussi en 2018, je crois. Hein, vous êtes venu chez nous avec aux États-Unis. Aux États-Unis et ça a été de bons moments de discussion. Merci beaucoup à vous, monsieur Léandre. Restez avec nous, monsieur Léandre. Je ne vous descends pas. Je permets à Good Live de poser ses questions et puis voilà. Good Live, allez-y, posez vos deux questions, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Joël. C'est très intéressant de voir notre aîné en direct avec vous. Mais bon, ma question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, la mobilisation ou bien les meetings, ça va s'arrêter juste à Kassivé et les autres contrées du Togo? Est-ce que c'est juste à Kassivé ou bien on va travailler sur toute l'étendue du territoire? Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, vous avez un appui très fort de la diaspora au niveau de la mobilisation à ce qui concerne les médias. Ce que je vous recommande, c'est d'aller discrètement, sans trop de bruit tout autour. Travailler discrètement avec la population, aller dans les contrées, aller dans les villages avec des stratégies. Vous pouvez sensibiliser en allumant à Kakati, par exemple, en allumant, lampion
tout ça là, c'est des stratégies pour pouvoir mobiliser. Donc, il faut que vous alliez dans les contrées. C'est pas seulement à Lomé, à Kassimé, ça va se faire. Donc, je vous demande pardon d'emprunter aussi ces moyens pour pouvoir aller. Et puis, j'envoie un message très fort à Monsieur Jean Kissi. Monsieur Jean Kissi, c'est pas encore fini. On me tourne avant Babeno. De quoi m'en à Vlavamle. Donc, nous banane de quoi m'en jojo. Nama à vous. Ngba mremo. Wano tocha omeve beno. Jean Kissi, wo lana voganto wacho amolo nyogoto sur de Lomé à Djankassé. Donc, à n'enlever mlani dans la pomme couche de rocha banane dans le quoi. Gamin, soyez à il faut que vous mobilisez. Même, vous savez qu'un voleur aussi est utile pour tout un village. Un voleur est utile pour tout un village lorsque il donne des stratégies de vol à la population. Là, la population va s'apprêter. Donc, aussi, un fou est utile pour tout un village. Si les voleurs se sont mobilisés pour voler tout un village, il suffit qu'il y a un fou quelque part, il crie, les voleurs vont partir. Donc, on a besoin de tout le monde. Donc, merci à vous, merci. Merci et bon live. Merci beaucoup à vous. Alors, notre invité va vous répondre. Est-ce que, bon, bien que Monsieur Nathaniel Olympio n'était pas parmi les organisateurs du meeting de Dakassimé, mais je comprends quand même la question de notre compatriote. Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre, Monsieur Nathaniel? Ben, il m'a demandé pardon en me donnant ses suggestions. Et je lui demande pardon en retour de ne pas minimiser le travail que les autres font, parce que les gens font le travail avec beaucoup de conviction. Ils le font depuis très longtemps, donc il faut respecter. Et je ne pense pas qu'ils se sont levés pour dire on fait un meeting et puis on rentre se coucher et ça s'arrête là. Donc, il faut donner aux choses toute l'importance que elles méritent. Ceci dit, il est clair que les actions ne peuvent pas se limiter à un endroit. Ça va de bon sens. Et nous avons déjà connu des moments où l'action se déroulait sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est cette dynamique que nous devons toujours maintenir puisque nous nous adressons à tous les Togolais. Et ce midi, quand j'étais au club de la presse, on a bien souligné que ce que nous disions à l'antenne de Canal FM, eh bien, c'était entendu à Neho, c'était entendu à Sokodé, c'était entendu dans différentes localités du pays. Donc, le message, il porte petit à petit, mais il faut que nous intensifions la communication autour de ça. Il faut intensifier les explications, la promotion du document et de la vision pour que le maximum de personnes soient touchées. C'est pour ça que je remercie ce que disait Romarickson tout à l'heure, qu'il a ouvert ses micros pour expliquer le contenu, pour faire la promotion. C'est ce dont on a besoin. Ce n'est plus le travail des 4 organisations. C'est quelque chose qui est maintenant du domaine public. Chacun s'en empare et chacun s'organise dans son quartier avec son document. Ils n'ont pas besoin d'avoir des instructions spécifiques avant de faire des causeries de quartier autour de ce document pour voir si les gens dans les quartiers sont convaincus et s'ils adhèrent. Donc, on s'apprête à répondre au mot d'ordre. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et nous n'avons pas besoin de venir organiser chaque quartier la manière dont ils doivent fonctionner. Tout le monde souffre des mêmes mots. Nous avons tous les mêmes idées, mais on doit se préparer chacun dans son quartier en attendant que les mots d'ordre puissent arriver de manière globale et pour que tout le monde se mette en œuvre au même moment et dans les mêmes lieux pour être audible très fortement par les pouvoirs publics. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nathaniel, pour cette réponse. Alors, protocole, vos 2 questions, s'il vous plaît. Bon, ce que je vais faire, je vous salue, hein, je vais laisser la parole